Hello everybody and welcome back to my ASMR channel. I hope you are doing very good. Today I have with me one magazine and I am going to turn the pages, and I hope you join me, and I hope this video help you to sleep. This magazine is in French, so if I'm reading some stuff in French, you will know why. And let's begin. Sorry, my bad, sorry. I'm tired. I walked today. I made 15,000 steps. I walk a lot. I go to the gym already, and then I go to the forest and I walk a lot. So that's why I made 15,000 steps. And yeah, it's pretty good because I keep in shape. And yeah. And that's it for this magazine. So I'm going to read a little bit. Let's find something to read.
Je vais lire. I'm going to read. Je vais lire. Plus facile à dire qu'à faire. Arrêtez de s'excuser. Les premiers pas vers le mieux-être. S'excuser prend une partie considérable de notre temps. Il devient parfois une habitude inconsciente qui peut augmenter notre niveau de culpabilité quotidienne et nous mettre de la pression sans raison. Demander pardon est un acte de politesse et d'humilité, mais en le répétant encore et encore, vous exprimez plutôt un manque de confiance qui édulcore l'acte de soi. Il faut savoir s'excuser pour les bonnes raisons et cesser de croire qu'une excuse s'impose constamment pour tout et pour rien. Il va de notre mieux-être. Pourquoi le fait de s'excuser occupe-t-il une si grande place dans notre vie? Notre vie est remplie de rencontres, des gens différents, côtoyés et à très court et à très long terme. Notre tendance à vouloir ménager autrui et à modeler notre discours découle de notre aversion pour les conflits personnels. Il pourrait surgir après une confrontation imprévue ou une mauvaise interprétation de la part de notre interlocuteur. Il est normal de chercher à s'excuser lorsqu'on a commis un impair ou une mauvaise action. Mais doit-on s'excuser pour tout? Par exemple, on aborde une vendeuse au magasin en disant « Pardon, auriez-vous la taille au-dessus pour ces pantalons ?» Au téléphone, on entame une conversation avec un proposé de service à la clientèle ainsi « Je m'excuse de vous déranger, mais j'aurais une question concernant mon relevé de compte. » Il nous arrive même de nous excuser lorsque nous faisons persécuter par quelqu'un d'autre alors qu'on se promène innocemment. Une excuse en bonne et due forme devrait se présenter en 4 étapes distinctes. Soit de reconnaître notre tort, d'exprimer du remords, de démontrer notre volonté de changer les choses et de plaider l'humilité. Un tel exercice ne s'appliquerait certainement pas à une situation où vous seriez fait de tomber, où vous aurez fait tomber accidentellement votre stylo accidentellement sur les carrelages d'une salle d'attente bondée et silencieuse. Et pourtant, il y a fort à parier que la dite situation vous aurait extirpé un pardon et aurait causé un rugissement involontaire. S'excuser trop souvent, surtout lorsque ce n'est pas à vous de le faire, fera germer en vous une insatisfaction grandissante, doublée d'une amertume qui ne fera que croître de jour en jour. Cette recherche constante de l'approbation d'autrui démontre un certain manque de confiance en soi et peut avoir des persécutions négatives dans votre vie et sur la façon dont vous vous percevez. De plus, c'est là de nature le but même du pardon. Il existe des excuses superficielles dans votre vie publique et privée et pas assez d'excuses authentiques. Et même s'il y a quelque chose d'effrayant à l'idée de demander pardon, la plupart des gens craignent davantage les possibles effets d'un manque d'excuses. De plus, c'est là de nature le but même du pardon. Il existe trop d'excuses superficielles dans votre vie publique et privée et pas assez d'excuses authentiques. Et même s'il y a quelque chose d'effrayant à l'idée de demander pardon, la plupart des gens craignent davantage les possibles effets d'un manque d'excuses. Quels impacts les excuses nécessaires ont-elles sur votre vie? Nombreux sont ceux qui ont été élevés selon les normes d'une bonne éducation, où la politesse demande de s'excuser lorsque l'on croit être en tort. Demander pardon pour une bousculade involontaire ou pour un retard imprévu lors d'un rendez-vous est tout à fait logique. S'excuser pour tout et pour rien est toutefois le signe que quelque chose ne va pas. Il est toujours préférable de réserver les excuses pour les occasions où elles sont vraiment nécessaires. Demander pardon permet de résoudre des conflits, se libérer d'un poids ou de soulager les tensions accumulées. S'excuser à outrance détruit l'essence même du pardon. Il nous donne l'impression qu'on doit encore plus s'excuser.
À force de vous excuser pour la moindre chose, vous faites comprendre à ceux qui vous entourent que vous avez besoin d'être libéré d'un fardeau, ce qui pourrait leur faire confondre l'excès de politesse et manque d'autonomie. Vos proches finiront par en avoir marre de vos excuses et croiront que vous ne pouvez rien faire par vous-même, ce qui entraînera inévitablement une baisse de votre estime personnelle. Demander pardon à l'excès démontre une grande insécurité, une peur de déplaire qui s'étale sur toutes les sphères de votre vie. Même si certaines situations requièrent de s'excuser, la majeure partie du temps, vos agissements et vos déclarations ne requièrent pas d'être pardonnés. Il faut effectuer un grand travail sur soi pour être apte à demander pardon, car s'excuser implique de se remettre en question et de douter de nous. Les gens d'aujourd'hui sont prompts à s'excuser sans réellement savoir pourquoi, ou alors pour échapper à quelque chose qu'ils exécrent. Ils peuvent aussi le faire pour tenter de gagner quelque chose. Dans ce cas comme dans l'autre, mieux vaut garder les demandes de pardon pour de vraies raisons. Dans certains cas, le conflit peut être efficace afin de remettre en question nos perceptions et de prendre du recul relativement à notre vision des choses. Par exemple, si votre conjoint vous reproche de ne pas avoir pris son champ pendant une discute qu'il a eue avec un ami et qu'effectivement vous étiez en accord avec le point de vue de cet ami plutôt qu'avec celui de votre conjoint, il ne faut pas vous excuser. Il faut plutôt faire connaître à votre conjoint votre opinion dans le respect. Cela sera bénéfique pour votre relation. La confiance en soi mieux que les excuses. Sans tomber dans l'extrême en cessant complètement de vous excuser au risque de passer pour un être déplaisant et insensible, doser vos excuses pourrait être bénéfique de plusieurs façons. Assumer vos actions et vos paroles vous permet d'avoir confiance en vous, d'augmenter votre estime personnelle et d'acquérir de la sagesse. Réservez les excuses pour les situations qui les nécessitent vraiment et travaillez votre mieux-être en délaissant les demandes de pardon superflues. Recommencer à jouer ou pas? C'était il y a 11 ans, le 4 juin 2009. Pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier. Une minute en particulier, la 89e. On menait 3-2. Pardon, sorry. On avait juste à laisser s'écouler en quelques minutes restantes. Les quelques minutes restantes, mais non. Moi et mon ami de toujours y aller à fond. Notre coach avait été clair. Demeurer groupé en défense. Sorry. Je dégageais les ballons. Loin, il n'y avait personne entre les gardiens et moi. Je me suis mise à courir. Je me suis dit, coupure, gérer ou contact. Un contact, il y en a un, mais je ne l'avais pas vu venir. Un défenseur est arrivé à ma gauche et il m'a ramassé. Il ne m'a pas ramassé, pas du tout. Il m'a juste suffisamment touché pour que je perde l'équilibre et que je tombe drôlement, très drôlement. Quand j'ai mis ma main gauche au sol pour amortir le choc, j'ai senti un gros crack, comme si mon poignet était remonté jusqu'à mon épaule avant de se remettre en place, comme une culasse de pistolet. Mais quand il s'est remis en place, il formait un angle de 99 degrés avec mon bras, pas normal. J'ai fini mes 2-3 tours au sol et d'instinct, j'ai placé ma main droite sous la gauche, comme pour la protéger.
mais le mal était fait, un mal intense. La panique s'est installée, autant chez moi que chez mes coéquipiers et adversaires qui avaient du mal à regarder la scène. Un poignet n'est pas censé se retrouver en pareille position, même dans un film. Je suis tellement mal tombée que l'arbitre pensait que je fakeais, que je voulais attirer une faute. Il s'est même approché pour me donner un carton jaune. Il a vite changé d'idée en me voyant. Ça, c'est un coéquipier qui me l'a raconté. Moi, je vous dis, j'étais paniquée. Comme dans un autre monde. Je me suis relevée d'entrée, je voulais de l'aide. Je criais à l'aide. Je suis partie à courir vers mon banc à la recherche de notre physio. Il est vite venu vers moi. J'ai vu la peur dans ses yeux. Il m'a amené à l'urgence. Les 8 minutes les plus longues de ma vie. Plié en deux sur le siège passager. À l'hôpital, pour une fois, je n'ai pas attendu. Je ne sais pas pourquoi, mais les patients n'ont pas protesté alors que j'ai passé avant eux. Direction salle de choc. On m'a endormi et on a remplacé tant bien que mal mon poignet démantibulé. 2 trous dans la main, 2 autres à l'avant-bras et une barre qui repliait le tout de façon bien visible, de toute beauté. On appelle ça une orthèse externe, me semble. Le lendemain, les orthopédistes de Granby m'ont transféré à Sherbrooke. Cas trop complexes, ont-ils expliqué. Au jour, j'ai été vue par un spécialiste de la main. Il avait fait son fellow à New York. Un de vrai spécialiste, qui n'avait jamais vu pareille fracture. Un quadruple en éclipse, s'il vous plaît, comme si mon poignet avait explosé. Maudit turf, qui ne pardonne pas. Une deuxième opération, interminable cette fois, presque 10 heures, si je me souviens bien. Puis le début de 8 mois de physio intensif pour retrouver un poignet normal. L'été suivant, j'aurais pu jouer avec une protection, mais j'en étais incapable, comme traumatisée. Je suis finalement revenue au jeu à l'été 2011 avec un protecteur comme ceux que l'on porte pour les patins à roues alignés. J'ai connu une très bonne saison. Défenseur gauche partant. Puis, au cours d'un tournoi intérieur au printemps 2012, craque encore. Pas les poignets, les genoux droits cette fois. Les mêmes qu'en 2005. Bout de billage. Les ménisques ont déchiré et le ligament croisé intérieur a été sectionné presque au complet. Lors de l'opération, le doc de Granby n'a pas voulu y toucher. J'aurais dû aller voir ailleurs. Rencontrer un spécialiste du genou qui m'aurait tout reconstruit, pas juste les ménisques. J'aurais fait de la physio pendant 1 an et j'aurais pu recommencer à jouer en 2013. Au lieu de cela, me voilà en 2020 avec un genou droit encore lousse. Je n'ai pas joué au soccer, ma passion, depuis 8 ans. J'ai eu d'autres chats à fouetter au cours des dernières années avec la naissance de mes 3 garçons de 19 mois. De mes 3 garçons en 19 mois. Il y a des jumeaux là-dedans. Mais là, à 34 ans, après plusieurs années à m'oublier pour me consacrer entièrement à mes enfants, je songe à me faire réopérer pour recommencer éventuellement à jouer. Pas à un haut niveau comme dans le temps, juste pour le fun. Pour moi, mais aussi pour mes gars. Pour que mes gars voient leur père jouer. Pour qu'on partage ça ensemble. Mais comment vais-je coincer une opération plus de 2 semaines en béquille et 1 an en physio dans un horaire déjà ô combien chargé? La vérité, c'est que ma vie va tellement vite et est tellement remplie qu'elle me fait peut-être passer à côté d'un gros bonheur. Celui de me reconnecter avec ma passion et de la transmettre à ceux que j'aime le plus au monde. Alors, le cœur ou la raison? La réponse se trouve sans doute dans les yeux de mes enfants. Témoignage. C'est lui qui témoigne. Ok, je vais lire la prochaine.
Sorry for any background noises. I try my best. Thank you. La force de choisir. Changer en mieux, aussi terrifiant qu'enrichissant. De toutes les batailles que j'ai eu à mener durant ma relativement courte existence, celle contre moi-même a certainement été la plus difficile. Heureusement, je l'ai remportée. Ma vingtaine a débuté sur le chapeau des roues. J'ai terminé mes études, décroché mon premier vrai boulot, puis mon deuxième. Emménagé avec mon amoureux, puis j'ai frappé un mur. Diagnostic burn-out à 24 ans. Les signes avant-coureurs. Tous mes proches vous le diront, je suis un control freak. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été une référence en matière d'organisation. Celle à qui on demandait de gérer les réunions d'équipe pour les travaux scolaires. Celle à qui on confie la lourde tâche de prévoir les sorties entre amis. J'ai longtemps considéré mon agenda comme un allié indispensable à mon existence, jusqu'au point où cela m'a rendu malade. J'étais devenue incapable de m'empêcher de noter tout ce que j'avais à faire dans la journée, de la vaisselle à la lessive, en passant par la litière de mon chat, et le fait d'avoir à m'épiler, puis de cocher de façon jouissive chacune des tâches une fois qu'elles s'étaient effectuées. Chacune de ces tâches une fois qu'elles s'étaient effectuées. C'était donc écrit dans le ciel qu'en décrochant le boulot de mes rêves, coordonnatrice ou commission pour un OBNL, réputé la joie, j'allais finir par m'enfoncer. La liste de tâches s'étirant à l'infini. Quand la réalité frappe. Après une pause de 6 mois passés à me remettre de mon burn-out, je suis retournée sur le marché du travail. Tout allait bien. Mon emploi ne me mettait à peu près aucune pression. Puis mon horloge biologique s'est mise à sonner à 27 ans. J'ai accouché de mon premier enfant. Malheureusement, sa naissance m'a fait réaliser qu'il est impossible de contrôler tous les aspects liés à la maternité. Pour la control freak que je suis, ça a été tout un constat. Cela a été, en plus de l'arrivée de mon petit deuxième, moins de 2 ans plus tard, le début d'une longue et vertigineuse chute vers ce qui allait, mon cas, s'avérait être finalement des plus bénéfiques, la dépression. Je vous explique. Accepter l'inacceptable. J'ai d'abord vu la dépression comme un terrible échec. Moi qui avais l'habitude de tout contrôler, je sentais soudainement ma vie me glisser entre les doigts. Quelle honte! Pas question d'en parler à mes proches, encore moins de consulter un professionnel en la matière. Quand je me suis sentie incapable de soutenir le poids de mon quotidien, je n'ai pas eu d'autre choix que de me remettre à l'évidence. J'avais besoin d'aide. Fini l'orgueil mal placé. J'ai eu la chance d'être épaulée par une docteure formidable qui a su m'écouter et me conseiller en fonction de mes besoins, sans jamais me brusquer. Comme elle me l'a redit depuis, je n'en menais pas large la première fois qu'on s'est rencontrés. Petit à petit, avec l'aide de la médication et d'un soutien psychologique, j'ai réussi à m'en sortir de cette noirceur qui me gâchait la vie depuis tant d'années. Tellement j'ai cru en être guéri. Grave erreur de ma part. Tomber pour mieux se relever, c'est avec une immense fierté que j'ai annoncé le 31 mai 2019, jour de mon 35e anniversaire, m'être sortie de ma dépression et avoir cessé de prendre des antidépresseurs. J'ai flotté sur mon petit nuage pendant quelques mois avant de brusquement retomber. J'étais tellement déçue, moi qui croyais m'être libérée de mon étiquette de faible, que je m'étais moi-même apposée. Soit en passant, je me trouvais à la case de départ. Soit dit en passant, je me trouvais à la case de départ. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter la main que me tendrait ma docteure et de renouer avec mes désormais précieuses petites pilules. Grâce à cet épisode, je suis maintenant consciente de la chance que j'ai. Oui, j'aurais préféré ne pas avoir à prendre des médicaments,
mais ceci me permet d'être heureuse au même titre que l'insuline aide à une personne diabétique à rétablir son taux de sucre. D'ailleurs, mon chum et mes enfants les en remercient. C'est son histoire à elle, Ariane Levesque.